tout de suite laisser la parole à notre premier présentateur de la soirée, Raphaël Proulx, qui nous présentera... Yes sir, Raphaël, qui nous présentera sa présentation dont le nom est L'espèce humaine est-elle ennuyeuse? Raphaël, je vais le présenter brièvement, c'est un professeur en biologie de la conservation à l'UQTR et il s'intéresse à l'écologie des paysages sensoriels. J'ai bien hâte d'en apprendre plus sur le sujet. Donc, voilà, je te laisse la parole, Raphaël. Merci. Est-ce que tout le monde est bien attentif? Excellent. Mon nom est Raphaël Proulx, je suis professeur en biologie de la conservation depuis 2010 ici à l'UQTR. Dans cette discipline, souvent on considère que l'humain est, on dépeint l'humain comme une espèce qui dégrade un environnement bucolique et verdoyant vers quelque chose de morne, uniforme et terne. Alors, on dépeint aussi comme une espèce qui va polluer son environnement visuel, olfactif et auditif. Alors, je me suis attaqué à la question, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'espèce humaine est-elle ennuyeuse? Donc, dans mes recherches, je m'intéresse à l'écologie sensorielle. En fait, c'est un axe de recherche qu'il faut que je reste à l'intérieur du cordon. C'est bon, je vais me mettre de ce côté-ci. Qui s'intéresse à comment les organismes interagissent entre eux et avec leur environnement à travers leurs sens. Donc, on va s'intéresser ici à l'environnement visuel et l'environnement acoustique pour répondre à notre question, est-ce que l'espèce humaine est ennuyeuse? D'abord, on va s'intéresser à l'environnement visuel et on va chercher à savoir, dans un premier temps, est-ce que l'espèce humaine est visuellement douée? Donc ici, ce que vous avez sur ce graphique, sur l'axe des Y, c'est la capacité à voir des petits objets, donc c'est l'acuité visuelle. Plus c'est élevé, plus on a une bonne vision. Et sur l'axe des X, en bas ici, c'est les 58 espèces animales qui ont été évaluées. Et vous avez donc tout à gauche les chauves-souris qui n'ont pas des très bons yeux, ensuite le poisson rouge, le chat, le chien, le jet bleu, l'humain, quand même pas si mal, mais en haut de la pyramide évolutive, on a les grands prédateurs comme l'aigle, par exemple. Donc, l'humain, quand même, des très bons yeux en termes d'acuité visuelle. Qu'en est-il des couleurs? Donc, nous, on est capable de voir 3 types de couleurs, le rouge, le vert, le bleu, en plus des bâtonnets qui nous permettent de voir l'intensité lumineuse. Ça nous compare à la poule, au lézard, au sélacanthe, qu'on appelle aussi le poisson préhistorique. Mais le poisson rouge, le papillon du chou, la mouche à fruits ont une meilleure capacité de voir les couleurs que nous. Donc, on va dire souvent, même au sommet de la pyramide de l'évolution en capacité de voir les couleurs, on a le papillon, les papillons de nuit, qui sont capables de voir jusqu'à 6 types de canaux de couleurs différents. Donc, encore une fois, l'humain, plutôt doué au niveau de la couleur, mais pas au sommet de la pyramide évolutive. Donc, notre question d'intérêt ici, les structures humaines sont-elles ennuyeuses? Est-ce que nos stationnements sont ennuyeux, nos plantations sont ennuyeuses, nos champs de maïs, c'est ennuyeux d'un point de vue visuel? Pour répondre à cette question-là, je suis allé dans une base de données qui s'appelle la base de données SUN du MIT. Imaginez-vous là, des photographies d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, des milieux naturels, des milieux anthropisés, des milieux avec de la géologie. Donc, c'est plus de 20 000 images classées en 126 catégories. Et moi, je les ai séparées en 3 grandes catégories. Façonnées par l'humain, anthropogène, façonnées par la géologie, géogène, et façonnées par le vivant, autre que l'humain, biogène. Ensuite, toutes ces images-là ont été analysées en termes de verdoiement. On s'imagine que plus il y a de vert, mieux c'est. Donc, ça va de 0 à 1. Si c'est 1, il y a beaucoup de verdure. Si c'est 0, il y a d'autres choses que du vert. Et en termes de texture, est-ce que c'est grossièrement texturé ou finement texturé, par exemple, comme un tableau de Monet? Donc, toutes les images ont été analysées pour ces 2 dimensions-là. Et dans un même graphique, on veut regarder si, en termes de texture ou de verdoiement, les différentes catégories nous montrent que, par exemple, les humains font des choses, par exemple, avec une faible texture et peu de verdoiement, et que le monde naturel est beaucoup plus diversifié, par exemple, serait partout ailleurs ici. Donc, c'est ce qu'on voulait tester.
Donc, j'ai rééchantillonné les 20 000 photos pour pouvoir vous présenter ça de façon intéressante. Et voici ce que ça donne. La réponse est non. Dans le fond, il y a des points partout. Il y a un éclatement de points. Donc, il y a des faibles textures de scènes façonnées par les humains avec des faibles verdoiements et ainsi de suite dans toutes les catégories. Il n'y a absolument rien dans ce graphique-là qui semblerait indiquer que ce qu'on construit visuellement comme humain est particulièrement morne et terne. Qu'en est-il de l'environnement acoustique? Même question. Sommes-nous doués acoustiquement par rapport au règne animal? Ce graphique vous montre la fréquence des sons produits par différents organismes en fonction de leur taille du corps. De façon générale, plus on a un grand gabarit, plus on produit des sons qui sont dans les basses fréquences. C'est ce que montre la relation de façon générale. Ici, on l'a pour les amphibiens, les chauves-souris, les insectes, les oiseaux et les rongeurs. Et les humains, on serait à peu près dans cette plage de fréquence ici, avec, par exemple, ma voix en ce moment est autour de 100 Hz et une soprano serait autour de 1000 Hz à peu près. Donc, c'est notre plage de voix de production de son. Évidemment, on est capable de faire d'autres activités qui vont produire d'autres fréquences. Donc, au niveau des fréquences, on est dans les basses fréquences, mais on a quand même de l'amplitude. Au niveau de la détection des sons, bien, on est ici, on entend généralement entre 20 Hz, donc des sons aigus, à 20 000 Hz, des sons graves, à 20 000 Hz, des sons aigus. C'est notre plage, qui se compare quand même avantageusement à d'autres, mais au sommet, on retrouve notamment le furet ici, et la vache et le marsouin. Donc, ils ont des plages d'audition qui sont très grandes, mais encore là, on a quand même une très bonne audition comparativement au règne animal de façon générale. Donc, même question, les sons humains sont-ils ennuyeux? On peut penser aux sons des routes, des moteurs, des activités industrielles comme le recyclage du verre, hein? Clin d'œil à Bellemare ici. Même chose, j'ai utilisé une base de données de la BBC, donc de la British Broadcast Company, qui a mis en fait en libre accès tous les effets sonores qui peuvent être utilisés dans des films ou des productions télévisuelles. C'est disponible pour téléchargement. Donc, on les a analysés et encore là, on les a regroupés en façonnés par l'humain, façonnés par la géologie. Donc, par exemple, le bruit du vent, de la pluie, de l'écoulement de l'eau, ou façonnés par le vivant, autre que l'humain, les chants des oiseaux, les chants des insectes, les bruits de la nature. Ici, on a analysé ces effets sonores-là pour la fréquence, entre 0 et 10 kHz, et l'intensité du son. Ici, c'est une mesure qui varie de -1 à 1, simplement de façon relative. Même idée, si on est ennuyé au niveau de nos sons, on va se retrouver dans un petit coin, et le biogène et le géogène vont se retrouver un peu partout pour exprimer une diversité de sons. Résultat, pas du tout. Nos activités produisent des sons de différentes fréquences, de différentes intensités, etc. Donc, on retrouve une grande diversité aussi à travers nos activités. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, en fait, on est doué acoustiquement, on est doué visuellement, et en fait, ça nous intéresse les couleurs, les différences de forme, les différences de son. On n'a qu'à penser aux étalages, on n'a qu'à penser aux jardins construits et à toute la musique, les instruments de musique qu'on a développés au fil du temps, la musique qu'on a développée au fil du temps. Ici, un de mes groupes favoris, Green Day, qui est représenté. Donc, à la question, l'espèce humaine est-elle ennuyeuse? J'ai une réponse que je vous laisse répondre à vous-même, mais il me semble que aujourd'hui, je vous ai démontré que pas tellement. Il semblerait qu'il y ait une période de questions. Aucune question? Au niveau de la vision,
tous les organismes vivants peuvent voir le vert. Donc, évidemment, le vert, de façon générale, dans l'organisation du vivant, on le sait, tout ce qui est végétal est vert. Donc, c'est certainement quelque chose qui a été important d'être capable de discerner ce qui était de la végétation de pas de la végétation. Donc, le verdoiement, de façon générale, non seulement est important au niveau de la capacité de détecter les couleurs, mais aussi au niveau de la représentation de tout ce qui est naturel versus moins naturel, par exemple un stationnement. Donc, l'autre, pour la texture, en fait, c'est aussi relié à l'acuité visuelle. Les scènes qui vont être finement texturées, il n'y a que les bons yeux qui vont être capables de voir ces détails-là. Les yeux qui n'ont pas une bonne capacité de détecter les petits objets ne seront pas en mesure de voir quelque chose qui est finement texturé. Donc, c'est vraiment relié, dans le fond, aux capacités de couleur et de vision, de détection des objets que j'ai choisi ces deux mesures-là. On est en train de regarder ça. Il semble y avoir des compromis, effectivement. Par exemple, chez les oiseaux, on a d'un côté les grands prédateurs qui auraient une très bonne vision, mais pas une particulièrement bonne olfaction. Si on parle, par exemple, entre l'olfaction et la vision. À l'opposé, on a des oiseaux plus de type aquatique qui ont une excellente olfaction, mais comparativement peut-être une moins bonne vision. Donc oui, il semble y avoir des compromis entre ces différents traits-là. Et évidemment, on a ajouté aussi l'olfaction. Souvent, on pense que l'humain n'a pas une bonne capacité de sentir. En fait, il y a Johannes Franestinelli qui est dehors, on l'appelle docteur odeur. En fait, il est venu nous dire qu'on est capable de sentir plutôt bien. On n'est probablement pas en haut de la pyramide évolutive en termes d'olfaction, mais on est meilleur qu'on le pense. Donc, si les résultats m'ont surpris, ceux qui me connaissent savent que j'aime aller à contre-courant, donc pas nécessairement. En fait, quand on est un biologiste de la conservation, c'est un peu déprimant, hein, parce qu'on est toujours l'espèce tapageuse qui détruit tout, qui pollue son environnement. Et des fois, c'est le fun de trouver un petit peu des axes d'optimisme à travers tout ça.